Salam à toutes et à tous, bienvenue sur Morocco Can avec mon ami Youssef. On va décortiquer avec vous un petit peu l'actualité, notamment après la belle victoire hier de l'équipe de Tarek Sketiwi. On va pas la nommer B, C ou D, on s'en moque un peu, c'est le Maroc qui gagne, le Maroc qui fait plaisir. Donc on va en profiter. Tout d'abord, donc on va parler de ça. Ensuite, on parlera de l'état des lieux de nos Lions de l'Atlas qui vont bientôt débuter dès ce dimanche, Inch'Allah, face aux Comores. Et puis discuter un petit peu entre nous de tout ça. Donc, salam alaikum Youssef. Alaykoum salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour discuter un peu de tout ce qui a trait à l'actualité de l'équipe nationale, que ce soit l'équipe nationale A ou même l'équipe nationale qui a participé à la Coupe arabe. Comme tu as dit, on ne va pas les appeler A, B, C ou D. C'est l'équipe nationale, c'est des joueurs marocains, ils nous représentent. Voilà, donc on a pu un petit peu voir le parcours de nos Lions dans cette Coupe arabe où il était question de certaines équipes qui sont déjà qualifiées pour la Coupe du Monde. Donc c'est tout à leur honneur d'avoir réussi à remporter ce trophée, un trophée qu'on a déjà remporté une fois. Et ça permet au Maroc encore de continuer à positivement glaner des résultats positifs, que ce soit avec les jeunes ou avec les féminines ou avec cette équipe de Talers Sketiwi qui est, il faut le dire, sacrée avec l'équipe Shan locale et l'équipe Coupe Arabe. C'est ça, bah écoute, c'est un très beau parcours pour Thaler Sekhtioui, surtout que pour l'équipe qui a participé à la Coupe arabe, il la récupère seulement quelques mois avant la compétition. Les équipes en face, elles, sont avec leurs équipes A, presque toutes d'ailleurs, Hein. à part bien sûr celles qui participent à la CAN. Mais Thaler a fait du très bon travail, a réuni un bon groupe. Les joueurs, on voyait sur le terrain, étaient très soudés, très unis pour justement avoir cette Coupe arabe. Et écoute, ils ont relevé le défi haut la main. Maintenant, j'ai envie de te dire, ça met un peu plus la pression peut-être Ouais. pour la CAN, mais je pense que la pression était déjà là. Mais voilà. Oui, on va tous être derrière lui. Hein. On va pas tirer des plans sur la comète, même si on peut s'imaginer que Thaler pourrait prendre une suite éventuelle, parce qu'il est tout à fait légitime. Mais maintenant, aujourd'hui, on se concentre sur le Maroc dans son ensemble. On est tous derrière Walid, qu'on soit de son côté ou pas. Aujourd'hui, on est juste marocain. On va souhaiter que cette équipe remporte ce trophée. Et puis, on aura le temps de se chamailler après si le contenu n'y est pas. Mais moi, comme je le dis, hein, je suis pragmatique. Si on gagne tous nos matchs 1-0 et qu'on arrive à la remporter, il n'y a pas de souci pour moi, ça m'ira très bien. Je sais pas toi ce que Bah, tu en penses, mais non, pour moi aussi, parce que quand je parle d'entraîneur marocain, tu sais, quand je dis qu'on peut compter sur lui pour l'avenir, notamment, bah, on a aussi Ouhabi, on a aussi Nabil Baha, on a l'ami. d'autres. Oui, exactement, c'est l'ami. On a aussi un Mouta qui était aussi très bon que lors de son passage en Jordanie, sauf que ça s'est mal passé. On a Youssouf Hadji qui fait un très bon travail en tant qu'entraîneur adjoint, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a pris la troisième place aux Jeux Olympiques. Il prend le Chan et ensuite il prend la Coupe du Monde U20. Donc c'est aussi, on a vraiment comment dire, on a vraiment un bon bassin d'entraîneurs marocains qui commencent à se former, et chose qu'on n'avait pas auparavant. Et je parle d'entraîneurs compétents. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a longtemps été tributaire des talents étrangers. Ça nous a fait du bien à une certaine époque. Maintenant, c'est vrai que on a pu remarquer, et ça a peut-être commencé, toi qui as longtemps travaillé au sein de la fédération, tu pourras nous le dire, mais ça a commencé aussi avec Jean-Pierre Morland, qui finalement, en tant que DTN, a voulu former un tissu d'entraîneurs et de techniciens locaux. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on en retire des fruits, même s'il n'est pas 100% derrière toute la réussite, mais quand même, ça a démarré à ce moment-là et on en voit aujourd'hui tout ce fruit qu'on récolte aujourd'hui. Parce que c'est bien beau d'avoir des joueurs, mais si on n'a pas les techniciens qui vont derrière pour pouvoir mettre justement toute cette osmose autour de ces joueurs, eh ben ça prend pas. On a pu le voir par le passé. Aujourd'hui, alhamdoulilah, comme tu dis, tu as cité beaucoup d'entraîneurs qui aujourd'hui peuvent prétendre à être parmi ceux qui seront appelés par la fédération. Donc on va pas bouder notre plaisir, bien au contraire, et on va se satisfaire de ces résultats. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu as pensé du contenu et tu as pensé des joueurs? Est-ce que pour toi, parce que le débat aujourd'hui, il est ouais, pourquoi est-ce que Walid n'a pas pris un tel ou un tel qui fait partie de cette équipe, etc. Est-ce que pour toi, il y a
potentiellement des joueurs qui auraient pu être appelés. Après, à ton humble avis à toi, hein, on n'est pas en tant que sélectionneur, mais en tant que, on va dire, journaliste et suiveur du football marocain, est-ce que pour toi, il y a des joueurs qui auraient pu prétendre ou est-ce que pour toi, bon, malgré tout, ça reste en dessous de ce qu'on a actuellement en équipe nationale? Bon, déjà, je me considère pas vraiment comme journaliste, mais plutôt comme chroniqueur, on va dire, football. Mais après, pour répondre oui à ta question, est-ce qu'il y avait des joueurs? Oui, Boulksut m'avait bien plu, je pense. Mais après, il y a tellement de concurrence en fait, parce que déjà, faut mettre cette coupe arabe dans son contexte. C'est pas la CAN, c'est pas les compétitions africaines, c'est pas le même niveau que ce qu'on va rencontrer à la CAN. Les gens semblent oublier quand même ce gros détail. J'allais dire petit détail, mais c'est un gros détail. Donc, je pense que, à part par contre les Comores qui, eux, n'ont pas vraiment été à la hauteur sur le plan africain, la Tunisie non plus, l'Algérie quand même est arrivée en quart de finale et se fait éliminer. Mais voilà, le niveau sera beaucoup plus relevé à la CAN. Est-ce que... Moi, Boulksut m'a bien plu, sincèrement, je te le dis. Mais est-ce Hum. qu'il aurait sa place? C'est compliqué sur les ailes aujourd'hui, enfin en arrière droit et à gauche, qu'on voit qui on a. C'est C'est très ça. compliqué. Ensuite, on nous parle de Rabih Hrimet. Oui, Rabih Hrimet, meilleur joueur du CHAN, meilleur joueur de la Coupe arabe. Est-ce qu'il avait sa place? Oui et non, j'ai envie de te dire. Parce que après, ça reste également comment est-ce que l'entraîneur voit également son dispositif. Est-ce que Rabih Hrimet entre dans ce dispositif-là? Mais s'il aurait été là, il n'aurait pas volé sa place à un ou deux joueurs, sans les Ouais. nommer. Parce que Hum. j'ai pas envie de nommer des joueurs. On est à deux jours de notre premier match. Il ne faut pas les, entre guillemets, les déstabiliser ou les démotiver en les comparant d'autres joueurs. Mais je pense que même ceux qui sont dans le groupe, parce que quand on voit la liste, je pense qu'on a les 26, 27 meilleurs du moment. Et même 28, parce que même Balamari a fait d'excellents matchs avec l'équipe nationale quand il a été présent, à part un seul match où il a été en deçà. Mais après le reste, il a été très bon. Donc, j'ai envie de te dire, on peut être content de voir autant d'excellents, de bons joueurs, de très bons joueurs aujourd'hui qu'on a dans le vivier, que ce soit sur le plan local, sur enfin les joueurs qui jouent en Europe. Donc voilà, c'est un mixte qui fait qu'aujourd'hui, peut-être la concurrence se renforce, mais pour moi, les 26-27 actuels, les meilleurs sont là-bas. Deux ou trois auraient pu voler peut-être une place, mais voilà. Bah, peut-être qu'ils ne se sont pas montrés avant. Oui, c'est vrai que on peut pas non plus refaire toute la liste depuis le début parce qu'il y a quand même comme tu l'as dit déjà plusieurs fois, il y a aussi un contexte particulier qu'il faut voir, c'est-à-dire le groupe, la vie de groupe, un joueur qui ne va peut-être pas forcément rentrer ou très peu, est-ce qu'il va l'accepter ou pas? Enfin, il y a tout un tas de choses que nous, de l'extérieur, on analyse d'une manière un peu biaisée parce qu'on n'a pas les données intrinsèques à l'intérieur du groupe. Et ça, Walid, je pense que c'est justement là où il a besoin de certitude de savoir que le 23e, 24e, s'il est là et qu'il ne sera peut-être pas amené à rentrer du tout, bah, il faut qu'il soit là en étant content d'être là malgré tout, en apportant son rôle de sparring partner et de peut-être finalement rentrer 7, 8, 10, 12 minutes, etc. sur une seule rencontre. Cette donnée-là est très particulière parce que tu peux prendre un très très bon joueur qui ne va peut-être pas être amené à jouer et qui va te mettre un peu le bazar dans le groupe. Il vaut peut-être mieux prendre un joueur un peu moins bon, mais qui acceptera son rôle. Et ça, c'est des données que beaucoup d'observateurs, de supporters n'arrivent pas forcément toujours à comprendre. Rabih Hrimet, si tu le prends, est-ce que ça va être quelqu'un qui va accepter ce rôle? Je ne sais pas. Je ne suis pas là en train de dire que ce ne sera pas le cas, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il vaut pas mieux prendre un autre joueur qui lui acceptera son rôle? Là est la question. Bah, j'ai envie de te dire, par exemple, quand on nous parle du cas de Mm. Sofiane El-Karouani, Sofiane El-Karouani, je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, elle est plus disponible sur la chaîne parce qu'on a switché entre l'arabe et le français, mais je vais me répéter ici. Sofiane El-Karouani, je pense qu'il n'est pas là à cause d'un problème de niveau. Je pense qu'il avait sa place en tant que remplaçant, mais est-ce qu'il aurait accepté ce rôle de remplaçant? Est-ce qu'il aurait justement été un élément qui aurait aidé le groupe à mieux vivre, entre guillemets, surtout quand ça n'ira pas? Parce que peut-être que demain contre les Comores, enfin après-demain, après les Comores, on fera un match nul. Et c'est là où tu vois si le groupe est soudé ou pas. Parce que tu auras peut-être, et je parle pas de Sofiane Karouani dans ce cas-là, parce que pour pas qu'on comprenne mal mes paroles, mais tu peux avoir un joueur qui va commencer indirectement à se plaindre Mm. et ça peut commencer à créer des petits problèmes au sein du groupe dont tu veux te passer. Donc peut-être que El Karouani n'aurait pas accepté ce rôle de doublure,
et qu'au final, c'est pour ça qu'il n'est pas là. C'est mon interprétation. Je dis pas que c'est une vérité, mais quand tu fais un groupe pour la CAN, tu emmènes pas forcément les 26, 27 meilleurs ou les 28 meilleurs joueurs. Tu emmènes un groupe qui va vivre ensemble pendant près d'un mois et qui va se supporter pendant près d'un mois. Parce que si tu as un seul élément, en fait, qui vient, entre guillemets, Perturbé, ouais. plaindre, perturber, etc., ça peut, excuse-moi le terme, foutre en l'air toute ta canne. Et c'est ça dont Walid, je pense, veut se protéger pour cette canne-là. Il a bien raison. Mais encore une fois, je dis pas que Sofiane El Karouani Oui, oui. allait être cet élément perturbateur-là, mais par contre, il y a des signaux qui ne trompent pas. Mm. Quand il ne se fait pas sélectionner, qui fait sa story sur Instagram en disant regardez, c'est moi le meilleur, en plus après il l'a changé, ça veut dire quelque chose. Mm. Quand on lui demande pourquoi est-ce qu'il n'est pas à la CAN et qu'il ne souhaite même pas bonne chance à ses coéquipiers, c'est un second message. Il faut commencer à lire entre les lignes. Mm. C'est pour ça que faut oublier que quand tu fais un groupe pour la CAN, c'est juste par rapport au niveau. Oui, le niveau compte, bien évidemment, c'est le premier Bien critère. sûr. Mais ensuite, tu as d'autres critères. Et Sofiane El Karouani, peut-être, a des critères manquants qui font qu'aujourd'hui, il n'est pas dans cette sélection pour la CAN. Voilà, en tout cas, c'est vrai que on va conclure sur ce titre, ce nouveau titre du Maroc, qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, peut mettre un peu la pression à Walid Regragui et à son groupe, mais en même temps, je pense que la pression, elle était déjà là, hein, comme on le sait, ça se joue au Maroc, avec une équipe qu'on juge comme étant l'une des meilleures sélections africaines depuis quelque temps, donc forcément, ça met un peu la pression, mais en tout cas, elle conclut aussi le parcours, on va dire, d'un certain Hamdallah qui a annoncé sa retraite internationale. Heureusement pour lui, il l'a conclu avec de toute beauté, parce qu'en plus, il rentre en mettant 2 buts, après avoir débuté un peu cette compétition, on va dire de manière particulière, hein, avec son carton rouge. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur cette fin de carrière internationale d'un garçon qu'on aurait peut-être pu voir plus haut, si, je pense, si des choix de carrière et peut-être de caractère et de comportement lui auraient été plus profitables. J'ai envie de te dire que c'est un énorme gâchis. Je pense qu'on est quand même. Parce que bon, beaucoup se moquent, l'oiseau rare, etc. Oui, c'est vrai. C'est quand même un buteur hors pair. Parce que d'autres grands joueurs qui jouent en Europe sont allés en Arabie Saoudite et n'ont pas ces statistiques à lui. Donc, malheureusement, il n'a pas été apprécié dans le groupe quand il a intégré le groupe. On ne va pas revenir sur les détails. Donc, les gens le savent déjà. Il y a eu ce penalty gate, etc., qui fait que ça a conduit à d'autres problèmes. C'est quelqu'un qui a un très fort caractère, qui ne se laisse pas faire. Et je pense que quand il s'est retrouvé en fait confronté à un groupe, ça a été beaucoup plus compliqué parce il était un peu seul contre tous, on va pas se mentir. Mais il a bien été intégré par contre par Walid, qui lui a redonné confiance, qui l'a intégré, etc. Il a fait la Coupe du Monde, il a été demi-finaliste. Ensuite, ses prestations étaient quand même en deçà à ce moment-là. C'est pour ça qu'il n'était plus là. Mais il a été apprécié par Walid et je pense que lui aussi a apprécié Walid au fond de lui, quoi qu'il arrive. Donc, c'est quand même un énorme gâchis. Ça se termine bien par un titre pour lui, comme il le dit, demi-finaliste de la Coupe du Monde. Il prend donc cette Coupe arabe, mais je pense qu'il aurait pu donner beaucoup plus au Maroc si lui avait un moins fort caractère et si le groupe l'avait plus accepté. Surtout à une époque, pas l'époque de 2022 Walid. maintenant. Ouais, c'est vrai que il a eu cette période où malheureusement il avait, comme tu le dis, un caractère qui ne lui a pas permis de s'intégrer plus facilement, même si on ne lui a pas aidé. Mais moi, je me dis peut-être qu'il aurait pu essayer d'aller viser l'Europe sans être dans des considérations super importantes en termes de club. Mais je me dis peut-être que, après, voilà, avec des si, on refait un monde. Donc, voilà, ça se termine, on va dire, d'une belle manière malgré tout, même si certains vont te dire ce n'est que la Coupe arabe, mais il faut aller la gagner quand même, hein. On a vu qu'il y a des équipes, dont l'Arabie Saoudite, qui est venue avec sa grande équipe et qui n'a pas réussi à aller au bout, ou d'autres. Donc, on va pas se cacher derrière notre petit doigt, c'est un titre que le Maroc mérite. Donc voilà. Là, on va passer donc à une transition toute faite avec le Maroc des Lions de l'Atlas. On sait que Hakimi travaille fort pour revenir.
tout comme Hamza Egamen. On a même entendu dire qu'il pourrait peut-être revenir plus tôt que prévu, Hamza. Donc je sais pas toi si tu as eu des échos par rapport à ça et ce que tu en penses donc du fait qu'il soit intégré au groupe, sachant qu'il a cette blessure qui l'éloigne un petit peu des terrains pendant quelques temps. Écoute, j'aime pas trop parler des blessures parce que ça donne des indications, mais bon, là, c'est pas un problème. Écoute, au niveau de Hakimi, Igaman, je peux te dire que le staff médical travaille très, 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 très fort. C'est-à-dire que les kinés font un travail de fou pour essayer de les rétablir à temps. Enfin, à temps. Je vais pas donner leur date de retour parce que même moi, je l'ai pas. Ça serait mentir aux gens. Je sais qu'ils seront de retour plus tôt que prévu et ça, c'est pour les deux. Mais en tout cas, le staff travaille très fort. C'est 6 à 8 heures par jour avec les joueurs. Donc, c'est énorme. Et même les joueurs donc travaillent très fort. Mm. Donc, je pense qu'on pourrait compter sur eux à partir du deuxième, troisième match. Mais ça, c'est selon ma vision. Ouais, C'est pas des estimations. Pour comme ça, on va pas dire oui, j'ai dit deuxième, troisième match. Je n'en sais rien. Non, C'est ça. C'est selon ce qu'on voit, les échos qu'on a actuellement. Par contre, il y a un joueur aussi qui essaie de se rétablir à temps. Il est un peu diminué, c'est Naïf Aguerd par sa pubalgie qui est toujours présente. Il jouait avec Marseille. Là, enfin, il jouait presque avec Marseille. Maintenant, il est un peu diminué. Il ne s'est pas trop entraîné des deux premiers jours. Là, ça commence à revenir, mais est-ce qu'il sera titulaire le premier match? Parce que j'ai vu des gens dire oui, on a vu des oppositions avec Aguerd et H. Boudlel. Croyez-moi que Walid ne fait pas des oppositions maintenant. Les oppositions, c'est aujourd'hui. Ça veut dire que c'est à J-2. Bien sûr, il y a des automatismes qui sont travaillés avant, entre les lignes. C'est pour ça que moi, quand je vois les photos, je comprends je sais comment Walid fonctionne. Pareil, Je sais que par ligne, etc., tu auras souvent les titulaires contre des remplaçants par ligne, encore une fois. Donc, il faut essayer d'essayer de démêler un peu le vrai du faux des images et des informations qu'on a. Mais en tout cas, les deux, que ce soit Hamza Egaman, Achraf Hakimi, le staff est très optimiste, mais il a vraiment travaillé très fort à ce niveau-là. Naïf aussi est en train de se rétablir petit à petit, mais il est quand même, entre guillemets, pas certain qu'il commence le premier match. C'est pas une certitude, c'est selon les échos, mais on verra bien. Oui, et puis après, je pense que malgré tout, il y a quand même de quoi faire pour pallier à cette absence. On l'a déjà vu, hein, il y a déjà eu des bouts de match ou des matchs même sans Naïef. Hein, le dernier match, justement, où il est venu faire constater sa blessure, il n'a pas joué. Donc, on sait que c'est pour ça que Saïs est de retour aussi, que Jawad Liamer a eu pas mal de temps de jeu et que Aïd Boudlel aussi. Donc, il y a quand même, mine de rien, de quoi faire. Après, c'est sur les plus gros matchs derrière, les matchs à élimination directe, où là, il faudra avoir le contingent au complet. Donc, c'est là où je pense que, comme tu le dis, ça travaille fort pour les ramener à temps, sûrement pour avoir un peu de rythme, mais être prêt pour ces matchs-là où ça se jouera à couteau tiré. Exactement, parce que bon, on va pas se mentir, mais après, on doit, entre guillemets, sous-estimer aucun adversaire. Oui, bien sûr. Normalement, même en l'absence de Achraf, Digaman, qui n'est pas normalement un titulaire indiscutable, on le sait très bien. Donc on perd entre guillemets Achraf et peut-être Naïef, mais c'est pas une certitude encore une fois. Mais en tout cas, on est capable de surmonter l'obstacle des Comores sans ces deux joueurs-là, je pense. Je pense que justement, le staff misera plus sur le Mali qui est un adversaire beaucoup plus fort. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment la vraie première opposition pour nous lors de cette CAN. Donc je pense que le staff vraiment mise sur un retour pour ce match-là. Oui, je pense que c'est vrai que sans, comme tu le dis, hein, sans dénigrer personne ni minimiser aucun adversaire, tu sais que tu pars avec quand même un peu plus de certitude que ce genre d'équipe-là, avec des joueurs. En plus, tu dévalues pas beaucoup ton équipe en mettant Noussair Mazraoui à la place de Hakimi, par exemple, ou comme tu le dis, Gamen n'est pas forcément quelqu'un qui est titulaire dans la tête de Walid, sachant que tu as quand même d'autres joueurs qui eux aussi performent. Après, comme on a vu tout à l'heure, comme on l'a dit, en défense centrale, même si c'est vrai que Naïef reste quand même une valeur très très sûre à son poste et que le changement n'est pas aussi qualitatif, mais ça reste largement suffisant face à ce genre d'adversaire. C'est vrai que par la suite, avec le Mali entre autres, où là on aura besoin d'avoir tous les joueurs à leur on va dire à leur forme optimale. Et donc, est-ce qu'on prend le risque d'incorporer quand même les joueurs dans le premier match, ou est-ce que justement on se dit non, il vaut mieux les préserver? Je pense que ça, c'est quelque chose qui doit trotter dans la tête, même si j'imagine qu'il a déjà un petit peu
fait son choix par rapport à ça. Walid, toi qui le connais un peu plus que nous, je pense que déjà son choix est plus ou moins fait, notamment dans la prise de risque qu'il doit faire. Non, je pense que lui, il a dans sa tête déjà depuis longtemps, je pense, même avant avec la blessure de Hakimi. Après, il y a eu la blessure de Digaman, que beaucoup n'avaient pas vu venir. Mais je pense que lui a déjà son plan, entre guillemets, en tête. Il sait déjà qui débutera le match face aux Comores et qui ne va pas prendre de risques, entre guillemets, qui ne seraient pas réfléchis face aux Comores. Or que potentiellement, sur le banc, tu as des joueurs qui sont capables quand même d'aller gagner ce match face aux Comores, pas haut la main, parce qu'il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Mais sur le plan individuel, je pense qu'on est supérieur quand même aux Comores, Bien même sûr. avec les remplaçants. Oui, oui, c'est vrai. Non, on est d'accord. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on a quand même plus de certitude que les Comores en eux-mêmes, même si encore une fois, on ne dénigre aucune équipe et une surprise est vite arrivée. On l'a déjà vu, hein, les Comores avaient créé une surprise justement lors de je sais plus si c'est la dernière CAN ou celle d'avant, mais on sait très bien, comme la Mauritanie, comme d'autres dites petites nations, peuvent elles aussi créer des surprises. Donc il faut jamais les prendre à la légère. Maintenant, c'est vrai que malgré tout, le matériel dont dispose Walid est largement suffisant, même avec deux trois absents, même si c'est pourtant des grosses absences, on le sait, même avec deux trois absents, il est largement suffisant pour préparer et pour prétendre à normalement la victoire. Justement, on en arrive à ce match avec tout ce qui se passe autour, avec toute la... plus avec les intempéries qui frappent le Maroc aussi en ce moment. Donc tant mieux on va dire, pour les pluies, mais c'est un peu plus, d'ailleurs, une pensée pour tous ceux qui ont été durement touchés par Ouais, ces intempéries. exactement. Donc, on leur souhaite de retrouver au plus vite, pour ceux qui sont en relative mauvaise forme, la forme le plus rapidement possible. Et pour tous ceux qui malheureusement nous ont quittés, on leur souhaite Allah yarhamoum, comme on dit chez nous. Exactement. Allah yarhamou. Et puis, pour reparler football, est-ce que tu penses que ça a une incidence particulière, toute cette partie-là, où c'est vrai qu'on pensait que la CAN allait se jouer dans un temps relativement correct. Et on se rend compte qu'en ce moment, c'est un peu. D'ailleurs, la faute en est à la FIFA, puisque normalement c'était prévu en été, et qu'ils l'ont décalé à cet hiver. Écoute, moi, je pense que quoi qu'il arrive, les terrains sont prêts pour toutes les intempéries possibles. Bien sûr, sauf à une tornade, mais on n'espère Ouais. pas ça. Mais non, je pense que les joueurs, en même temps, se sont entraînés dans ces conditions-là. Donc, ils savent qu'ils les attendent sur le terrain si demain ou si face aux Comores ou dans n'importe quel match, il devait y avoir des intempéries. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas pu jouer cette CAN effectivement en été parce que comparé à l'Afrique subsaharienne, Mm, l'hiver au Maroc, c'est quand même un hiver avec des pluies par moments, avec le froid, etc. C'est mm, beaucoup, c'est très incertain. Après, tu me diras aussi, il y a des pays africains où c'est la période des pluies aussi en été, mm. mais il fait chaud. Donc voilà. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, les joueurs sont prêts à n'importe quelle condition. Moi, je me rappelle que l'équipe qui avait gagné le CHAN avec Jamel Sellami, le jour de la finale, c'était des pluies très fortes et ça les avait pas empêchés de gagner 4-0 contre le Nigeria en finale. Donc, normalement, en tant que joueur professionnel, tu es prêt pour ce genre de, de conditions. D'accord. Donc bon, après, c'est vrai que là, on discute un petit peu autour de tout ça. Mais j'imagine que de toute façon, tous les joueurs, en plus, la plupart évoluent en Europe où les températures, les conditions climatiques sont plus ou moins celles-ci en ce moment. Donc, pour la plupart, ils ont déjà goûté un petit peu à ça. Ceux qui évoluent au Maroc savent aussi jouer dans ces conditions-là, puisque il- le championnat, en théorie, court toujours à cette époque. Donc, ça serait une fausse excuse de se dire ça, mais c'est juste que forcément les conditions sont un peu moins intéressantes que durant, on va dire, les périodes des beaux jours pour jouer, même si les températures seront forcément beaucoup plus clémentes et ça aura un impact pour nous, mais aussi pour les autres, quoi qu'il arrive. Donc, on sait très bien que c'est pas forcément une excuse qui pourrait être valable, d'autant plus que, comme tu le dis, les terrains, eux, sont on peut pas rêver mieux presque, hein. C'est au niveau du standard de ce qu'on voit dans les grandes nations du football, notamment européennes. Est-ce que tu penses que on aura le droit à un public de supporters vraiment comme ceux qu'on a pu voir durant la Coupe du Monde au Qatar ou qu'on voit un petit peu lorsque les Lions de l'Atlas se déplacent?
ou est-ce que on aura le droit un petit peu au contingent, c'est bête ce que je vais dire, mais plus de spectateurs que de supporters? Je pense que tu auras un mix des deux. Je m'explique. Parce que je pense que ceux qui sont au Maroc, pour la plupart, ça sera des spectateurs. Parce que en termes de technologie, etc., pour prendre leur billet, etc., on sait quelle catégorie au Maroc va aller chercher ce genre de billet, comment ils vont réussir à le prendre aussi rapidement. Mais ça n'empêchera pas que je pense que la fédération a dû se mobiliser pour avoir entre guillemets, du vrai public au Maroc aussi. Après, tu as aussi, parce qu'on a vu le secrétaire général qui l'a annoncé, ça veut dire les pays où il y a eu plus de ventes, tu as la diaspora en Europe. Ouais. Et eux, par contre, oui, je pense qu'eux vont venir avec une grosse ferveur. Ça sera des supporters et non pas que des spectateurs. Ça n'empêche pas ceux qui seront des spectateurs de supporter, mais c'est pas la Bien sûr. même. Ça ne sera pas avec la même euphorie peut-être, etc. Mais je pense qu'on aura cette fois-ci un mix des deux. Ça, c'est mon avis. Je sais pas toi ce que tu en penses. Si, si, je pense aussi, parce que je sais que moi, de mon côté, comme je vis en France, hein, on s'en cache pas, beaucoup des gens que je côtoie ici vont se déplacer, vont aller au Maroc, et eux, ce sont vraiment des supporters dans l'âme. Et je connais aussi donc deux, trois groupes de supporters qui, eux, les Rosso Verde, les Dynamics, etc. Donc, c'est des vrais groupes de supporters qui vont là-bas, eux, pour justement supporter avec la ferveur qu'on connaît, avec les tambours, etc. Donc vraiment euh, des vrais supporters qui vont pousser. Et je pense que le Maroc en a besoin. On a besoin de savoir que le Maroc est supporté et poussé par le 12e homme, comme on dit, pour justement essayer d'aller apporter quelque chose, une contribution en plus qui va leur permettre de se transcender davantage. On sait que les dernières rencontres ont quasiment toutes été jouées au Maroc. On a vu que ça a quand même réussi au Maroc, mais dans cette compétition, il va falloir un supplément d'âme et c'est à nos supporters d'aller leur donner. Donc il y a besoin de cette ferveur, de ce petit truc en plus. Et comme tu le dis, je suis d'accord avec toi sur le fait que malheureusement, c'est une certaine frange de la population marocaine qui a pu s'octroyer les premiers billets. Et donc forcément, on sait que ceux-là sont un peu plus là pour le spectacle. Mais il faut aussi que le spectacle soit dans les tribunes pour que les joueurs le ressentent et se transcendent. Exactement. Mais comme je t'ai dit, je pense que de toute façon, on aura ce mix des deux. Et comme je t'ai dit, même les spectateurs, entre guillemets, je pense qu'ils y mettront un peu du leur pour justement supporter les joueurs. Parce que ça sera une grosse canne, il ne faut pas qu'elle sorte du Maroc. Inch'Allah. Juste un petit dernier mot, je pense, avant de conclure quand même, sur le tirage au sort de la Coupe du Monde. Alors toi qui es justement outre-Atlantique, qui va pouvoir, Inch'Allah, participer activement à cette ferveur qui sera autour du Maroc, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà du tirage au sort? On a vu Walid tout sourire lorsque le Brésil est sorti. On sait pourquoi. Tu peux justement donner cette petite anecdote? Oui, parce que je lui ai posé la question directement. Et il m'a dit, parce que j'avais dit à la délégation et notamment à Rachid Ben Mahmoud qu'on allait tirer le Brésil. C'est pour ça qu'il a souri. Il s'est retourné vers lui pour lui dire Gulti Alik. Donc oui, c'est un magnifique tirage. On sait que on a battu le Brésil juste après la Coupe du Monde au Qatar. Maintenant, ça va être un Brésil particulier. On sait qu'ils sont un peu en méforme et tout ça, mais le Brésil reste le Brésil. On va pas se dire, on arrive parce que on nous a dit, on est les Brésiliens de l'Afrique entre guillemets, que ça va être chose assez facile. Non, loin de là. Le Brésil avec Ancelotti, ils auront le temps de travailler en plus d'ici là. Mais est-ce que ce groupe te donne des motifs de satisfaction, d'espoir, d'envie? Comment tu ressens le groupe en entier? Écoute, moi je pense que le match face au Brésil va être un match quand même le plus compliqué pour nous et pour eux en fait. Parce que eux nous craignent et eux ça reste le Brésil. Quoi qu'il arrive, faut jamais oublier ça. Même si le Brésil actuellement est un Brésil blessé, mais ça reste le Brésil. Ensuite, l'Écosse, ça sera de belles retrouvailles. Ouais, Et j'étais content de les revoir. J'espère que ça sera avec le même résultat à la fin. moi aussi. Mais mais c'était déjà on retrouve on retrouve en fait deux équipes Deux équipes. nationales qu'on avait en 98. Où j'ai Bon, été. est-ce que moi j'y étais pas, j'étais au Maroc. Mais non, mais écoute, ensuite on a Haïti et Haïti en Ouais. fait il y a une très grosse diaspora haïtienne ici à Montréal. Mm. Donc ils nous craignent.
ils veulent en fait nous quand même essayer de nous battre parce qu'ils se disent qu'on est une grosse nation mondiale maintenant, etc. Mais c'est une équipe qui est encore quand même entre guillemets en guidage, en rodage. Donc ça va être sa deuxième Coupe du Monde. Les gens pensent que c'est leur première, mais c'est leur deuxième Coupe du Monde, si je ne m'abuse. Donc, mais après, ça fait longtemps qu'ils y sont pas allés. Mais Ouais. c'est un groupe quand même où je vois bien l'Écosse créer un peu la surprise. Pour moi, c'est aussi un match piège. Ici, il ne faudra pas les sous-estimer, mais normalement, c'est à Ouais. notre portée. Mais tu veux, je te dise le fond de ma pensée, j'aimerais bien qu'on refasse le coup que le Brésil nous a fait en 98 et les éliminer au premier Ouais. tour. Ça, par contre, Ça j'aimerais bien. serait, ouais. Ah bah, moi, je t'avoue que j'avais crié, j'avais versé ma larme parce que c'était vraiment en toute fin de match où la Norvège. Après, l'arbitre a sifflé penalty, il y avait penalty, on va pas se le cacher. Mais c'est vrai que ce match-là, où je me dis le Brésil l'a pris un petit peu à la légère et puis au final, ça nous élimine. Alors qu'on avait une belle génération en 98 aussi, menée par feu Roger Lemaire, pardon, Henri Michel, pardon. Et c'était une belle équipe. Il y avait à l'époque les Hadji, les Nebet, voilà, donc c'est vrai que c'est dommage, mais comme tu dis, ça peut jouer dans l'inconscient collectif de se dire voilà, ce groupe, on l'a eu en 98, on n'a pas réussi à sortir de la poule alors qu'on avait fait une belle Coupe du Monde. Voilà, ça va valoir son pesant d'or. Et je pense en plus que on a pu le voir hein, lorsque le Maroc se déplace aux États-Unis. euh, il y a quand Oui. même une belle diaspora de vrais supporters là-bas. Et donc, je pense que ça peut aussi contribuer et donner un gage de vrai supporterisme derrière les Lions de l'Atlas. Je sais pas ce que tu en penses. Non, écoute, je pense que oui, le fait que de se retrouver aussi face à ces grosses équipes, en plus, comme je l'ai dit, il y a aussi une grosse diaspora marocaine aux États-Unis et au Canada, et les gens l'oublient, c'est qu'à Montréal, pour le moment, et d'ailleurs on le voit pour la Coupe d'Afrique, le Canada est au-dessus des États-Unis en termes d'achat de billets. Ouais. Parce que déjà, le premier match face au Brésil, c'est à New York. New York, pardon, c'est à 5 heures de route, 7 heures de route maximum en voiture. Donc c'est un déplacement rapide, on traverse juste la frontière et on y est. Mais donc non, je pense que la diaspora va être à fond derrière l'équipe nationale et je pense qu'il y aura autant de ferveur qu'il y en avait au Qatar malgré les billets qui sont très chers. Ouais, c'est vrai. On va pas se mentir parce que certains parlaient de pouvoir d'achat. Je peux vous dire qu'un billet à 500 $, c'est très cher quand même. Ah oui, Ça veut dire que quel que soit le pouvoir d'achat, ça veut dire que c'est pas donné. Et bon, là, la FIFA a décidé visiblement de créer une nouvelle catégorie pour des billets de 55 $. Bon, je me demande où est-ce qu'ils vont les placer, peut-être sur le toit. je- je- On verra bien où est-ce qu'ils vont les placer. Mais, euh, mais en tout cas, non, comme je l'ai dit, ça va être aussi une grosse Coupe du Monde, beaucoup de ferveur. Mais j'ai peur au niveau de la billetterie, au niveau des prix, que certaines personnes quand même soient réticentes. Et je parle pas que des Marocains, je parle de toutes les Ouais. nations qui vont participer. Ouais, parce que il faut aussi compter que là-dessus, il y a le voyage, l'hébergement, etc. Donc c'est un budget qui peut être assez important. Donc voilà, même si on sait que la ferveur marocaine parfois dépasse plus la passion dépasse la raison et ils vont jusqu'à payer des fortunes pour pouvoir assouvir justement leur passion et donc je ne doute pas qu'il y aura quand même une forte communauté qui sera derrière les Lions de l'Atlas, tout comme on souhaite, moi en tout cas personnellement, je souhaite dire à l'ensemble des supporters marocains, c'est le moment de s'unir, c'est le moment de vraiment penser au peuple et au football marocain. Maintenant, laissons de côté tout le reste. Montrons à l'Afrique et au monde qu'on sait soutenir, qu'on sait être derrière notre nation. Les clivages et le reste, on verra après. On aura l'occasion de débattre, de refaire les matchs, de refaire tout un tas de choses. Et justement, on vous proposera du contenu pendant toute la Coupe d'Afrique des Nations. Donc suivez-nous. Il faut pour ça donc vous abonner, mettre un pouce, ça nous permet d'être référencés. Donc n'hésitez pas à le faire s'il vous plaît. Et puis on vous souhaite une bonne CAN, une très très belle fête du football au Maroc. Profitez-en, que vous soyez chez vous ou sur place. Et n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages si le cœur vous en dit. Suivez-nous sur Twitter, X pour l'instant, et sur YouTube, TikTok, etc. Donc pour ma part, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.
Bonne soirée à tout le monde. Bye. Salut.